Francis Lalanne, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour le magazine Nexus. On vous connaît d'abord comme auteur, compositeur, interprète. On vous a connu ensuite comme défenseur des Gilets jaunes, de la cause, et vous avez même conduit une liste électorale durant la campagne européenne. Et on vous connaît maintenant comme l'auteur du texte J'appelle, publié sur François. Vous avez été le 26 janvier en direct sur le plateau de TPMP sur C8 et vous avez dénoncé la dictature sanitaire et l'absence de traitement précoce donné aux Français avant de quitter le plateau. Vous y étiez pour parler de votre texte J'appelle, donc publié le 22 janvier 2021, dans lequel vous commencez par le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et vous y développez 4 chapitres sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Avant de parler du fond du texte et de rentrer dans ces détails, pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans ce combat contre les dérives sanitaires et politiques liberticides que vit la France depuis mars 2020 ? Qu'est-ce qui vous a mobilisé et convaincu qu'il fallait agir ? Avant de répondre à votre question, je veux simplement dire que en fait, je n'ai pas choisi l'émission dont vous avez parlé pour lancer ma tribune. J'ai choisi un journal. Un journal qui pour moi est un journal, un vrai journal, c'est-à-dire un journal indépendant, libre, qui pour moi incarne ce que devrait être la presse aujourd'hui, c'est-à-dire le quatrième pouvoir, c'est-à-dire un contre-pouvoir. Ce que n'est plus la presse aujourd'hui. La presse est composée essentiellement de chiens de garde du pouvoir politique. Et vous savez, les chiens de garde, ça travaille pour un maître. Moi, je n'ai pas d'autre maître que moi. Et c'est pour ça qu'ils vous mordent, les chiens de garde. Hein. C'est au nom de leur maître, pour avoir leur nonos. J'ai choisi, moi, François. J'ai choisi François parce que François incarne pour moi les valeurs idéales de la presse. François est une presse de contre-pouvoir. C'est une presse qui fait œuvre de résistance dans un contexte complètement galvaudé, où la presse est complètement inféodée au pouvoir de l'argent. Quand je dis la presse, bien sûr, il y a des exceptions. Hein. François est une exception, et Dieu merci, ça n'est pas Vous parlez seul. des 90% de la presse voilà. qui appartient à 9 milliardaires en France. Ce qu'on appelle la presse mainstream. Hein. Et je n'ai pas oublié, et d'ailleurs c'est la première réflexion que je me suis faite en entrant dans les locaux de François, je n'ai pas oublié moi que François a été un journal fondé par la résistance. Avant de devenir un journal à la mode, François a été le journal de la résistance, a été fondé en 1941 et François à l'époque, ce n'était pas encore François, c'était Défense de la France, qui est devenu François. Et comme je me suis lancé dans une entreprise qui consiste à me battre pour la défense de la France, je pensais que symboliquement pour moi c'était bien de choisir ce journal. Mais parfois on a des surprises désagréables quand on fait ce genre de choix. Et moi je dois dire qu'après avoir rencontré tous les gens qui travaillent à François, j'ai été ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu de cette rédaction, pour moi était encore au-dessus de ce que j'avais imaginé. J'ai vu que des hommes, que des femmes engagés, vraiment pour la défense, non seulement de la France, mais avant tout de la vérité. Et ça, c'est ce qui pour moi est le plus important. Vous savez, il y a une phrase de Voltaire qui pourrait figurer en épigraphe de ce journal. C'est il n'y a pas de vérité sans colère. Et voilà pourquoi j'ai décidé de choisir François pour que ce journal, les colonnes de ce journal, soient le théâtre de ma colère légitime de citoyen français.
Quant à votre question, qu'est-ce qui a fait que... Ça fait 40 ans, vous vous rappeliez mon engagement auprès des Gilets jaunes, mais ça fait 40 ans que je me suis engagé dans la vie civique et citoyenne à défendre les valeurs de la République. Je n'ai pas attendu ces dernières années. Être un poète et être un citoyen, pour moi, c'est fondamental. Je ne me sens pas capable d'être citoyen sans être poète, ni d'être poète sans être citoyen. D'ailleurs, je ne suis pas le premier poète à avoir fait de la politique, hein. Il y en a eu d'autres avant moi. Je ne veux pas citer les plus grands comme Victor Hugo, Lamartine. Je pourrais citer plus près de nous Dominique de Villepin, que je tiens pour un authentique poète, hein, qui a bien servi et la France et la cause de la poésie. Je pense que c'est intéressant le point de vue du poète face à celui du guerrier, pour prendre la dénomination et l'alternative que nous propose Nietzsche. C'est intéressant de voir comment s'oppose dans le discours, dans l'engagement, et comment ça pose aussi dans le combat politique en un seul et même être, le poète et le guerrier. Le point de vue du poète, ça peut être un point de vue politique, le point de vue du guerrier aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les deux points de vue puissent s'exprimer. Et ça fait longtemps que dans la vie politique française, on entend surtout et presque exclusivement le point de vue du guerrier. Du guerrier. Qu'est-ce qui a fondé vous en tant que poète et citoyen, donc ce duo que vous incarnez aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondé votre détermination à agir sur cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Oui, il y a eu un événement particulier qui m'a donné envie de passer du stade de l'engagement philosophique à celui de l'engagement du tribun. Vous savez, une tribune, c'est écrit par un tribun, c'est le fait du tribun. En fait, j'avais commencé à écrire un livre sur les carences des corps intermédiaires. Et voilà, la question posée par ce livre, c'est quel est le recours du peuple en cas de carence des pouvoirs intermédiaires? Qui peut se porter au secours du peuple pour lui rendre sa souveraineté lorsque quelqu'un veut lui prendre sa souveraineté? C'était le sujet de mon livre. Et bien évidemment, quand on pose cette question, on pense à l'armée. C'est pour ça qu'il y a un passage dans ma tribune où je parle de l'armée, où j'appelle de mes voeux une interaction entre l'armée et la décision politique qui consiste à un moment donné, lorsqu'il y a des manquements présidentiels, à mettre en cause le mandat du président. Pourquoi? Vous savez, le principe fondateur de notre République qui est celui de la séparation des pouvoirs, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est un concept, la séparation des pouvoirs, qui est un concept particulier. On l'attribue souvent à Montesquieu, mais Montesquieu n'en a pas parlé comme ça en fait. Dans l'esprit de Montesquieu, cette séparation, c'est une séparation en fait qui est interconnectée, mais sans être dans un rapport de dépendance. Il n'y a pas de dépendance entre les pouvoirs, mais il y a vigilance. Chaque pouvoir est un organe aussi, est également un organe de vigilance des autres pouvoirs. Voilà. Donc, pas de dépendance entre les pouvoirs et une vigilance. Ce qui permet un équilibre et ce qui permet finalement ce qu'est la dictature, c'est le cumul des pouvoirs, la confusion des pouvoirs. Donc, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du 26 août, eh bien, il est très clair sur ce point. Et c'est un texte qui procède au fondement de la Ve République. Il dit, cet article 16, il dit « Toute société qui ne garantit pas les droits et dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, n'a point de constitution. » Cet article, en fait, définit
la tyrannie. La tyrannie, en fait, dans l'esprit du législateur, c'est le contraire de la République. C'est le contraire d'un régime dans lequel le souverain, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est un régime dans lequel les pouvoirs sont confondus entre les mêmes mains, que ce soit celles des oligarques ou d'un monarque. Voilà. Ça, c'est le contraire de la République. Et je crois que là, on a atteint, dans la dérive de la République, on a atteint un point, hein, parce que cette dérive, elle a commencé il y a un moment déjà. Mais là, on atteint un point où on est justement en passe de voir un élu du peuple, comme ça a été le cas dans le passé, de manière un peu plus violente, hein, parce que les coups d'État dans le passé, ça se passait avec l'armée, avec des fusils, etc., en tirant sur le peuple. Là, c'est un petit peu différent. Là, c'est un coup d'État, j'allais dire, insidieux, qui se fait progressivement, comme ça, dans le dos des Français, qui ne s'en rendent pas compte, et qui aboutit, est en train d'aboutir, et pratiquement si la loi là, qui a été présentée... Par Castex. Oui, là, elle a été votée à l'Assemblée, et là, elle est devant le Sénat. Si elle est validée par le Sénat, qui est une QPC ou pas, c'est la fin de la République. C'est-à-dire qu'en plus, avec le Conseil de défense, on ne saura même pas qui prend les décisions, qui fait partie de ce Conseil, tout est caché au peuple. Vous parlez de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Mais évidemment, évidemment. Je parle de la pérennisation de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'il va y avoir... il n'y a aucune raison que ça s'arrête, franchement, mes amis. Il n'y a aucune raison. Il faut bien voir comment commencent les choses, il faut un petit peu anticiper. Ça n'existe pas. Un tyran qui renonce à être un tyran. C'est-à-dire que plus les hommes ont de pouvoir, plus ils veulent en avoir, et plus ils veulent le garder, quels que soient les hommes. Et si un peuple est assez stupide pour un moment donné, ou naïf, pour à un moment donné accepter cette situation, mais il va bien falloir qu'ils comprennent que cette situation non seulement ne va pas s'arrêter, mais qu'elle va s'aggraver. Et donc là, je me suis dit, la représentation nationale est complètement endormie. Hein, c'est incroyable d'entendre parler les députés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils disent, non, mais ça ne sert à rien d'y aller, de toute façon on va perdre. Mais de quoi tu parles? De quoi parles-tu? Ils ne se battent même plus. Non, ils se battent même plus. Des fois même, quand ils sont contre une loi, ils ne vont même pas la voter parce qu'ils savent que de toute façon elle va être votée. Donc ils ne s'opposent même pas aux lois par le vote. Et les rares qui s'opposent, comme Martine Vonner, se font exclure. Non mais Martine Vonner, c'est l'exemple de ce que devrait être la représentation nationale. C'est l'exemple. Je la compare volontiers à la Marianne de l'Assemblée nationale. C'est l'esprit de la République qui bat dans son cœur. Si on avait des députés comme ça, si tous les députés étaient des Martine Vonner, mais on n'aurait aucun problème face à l'exécutif. Mais on a un Parlement et des députés qui se comportent comme des larbins du président, dans leur grande majorité. Hein. J'exclus bien évidemment Martine Vonner et les quelques héros de ce Parlement qui essuient en permanence mais je sais pas, mais des séances presque d'humiliation. On leur parle. Bientôt, maintenant, on va les traiter de complotistes aussi. Hein, c'est déjà le cas. c'est déjà le cas. Ouais. Vous savez que tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, le président de la République, c'est une parole de complotiste. Hein. On est exactement dans un système qui est comparable à ce qui était l'Inquisition au Moyen-Âge. Là, vous remplacez l'État, c'est-à-dire l'idée de Dieu et son incarnation, hein, le détenteur du pouvoir divin, de droit divin, vous le remplacez par l'État qui représente Dieu, hein, et le président qui incarne cette personne morale et qui est donc le dépositaire de la parole de Dieu. Et donc, exactement comme au Moyen-Âge, ceux qui s'opposaient à cela étaient les hérétiques, maintenant ceux qui s'opposent à cela sont les complotistes. Et donc, comme les hérétiques au Moyen-Âge, il faut les brûler. Hein, voilà. Et on vous brûle tous les jours des complotistes dans la presse. Hein, et bien sûr, ceux qui font ça vous expliquent que le principe du complot n'existe pas. C'est magnifique.
C'est-à-dire des gens qui, en réunion, hein, conspirent à la mise à mal d'une personne en la traitant de complotiste, vous expliquent que le principe du complot n'existe pas. Donc là, on est dans une société qui, finalement, écrasée par ces contradictions, perd la tête, en fait, perd le sens commun, perd sa lucidité. Et vous savez, on prive les gens de loisirs. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Hein. Pourquoi? Selon vous. Quand vous, voilà, quand vous vous en prenez à la ludicité, ça aboutit chez les gens qui sont en dépression, parce qu'ils ont besoin de se distraire. Ils ont besoin de se détendre. De jouer, hein, comme les enfants. Si vous vous en prenez à la ludicité, alors ça aboutit à un déficit de lucidité. Vous voyez, il y a 2 lettres qui ont changé de place. C'est pas grand-chose, 2 lettres. Ça a l'air de rien. Mais Pourtant, le mal est fait. On n'a jamais eu autant de divertissement sur nos écrans, sur les chaînes de télé, sur les Netflix et compagnie. Donc on nous a privés de ludicité, comme vous dites, physique, où l'être humain peut se rencontrer, interagir à l'extérieur de chez lui. Et on nous a enfermés chez nous pour essayer de pallier cette absence par un semblant. Bravo, vous parlez bien français. Le essaye. verbe pallier est transitif, c'est bien. Je suis touché. Non, vous avez bien compris que pour moi, je parle du vivre ensemble. C'est ça, en fait, derrière. Je parle de la fraternité, ouais. D'accord? Je parle de la fraternité. Et la ludicité collective, hein, je ne parle pas de la ludicité individuelle. Hein, s'il y a un déficit de ludicité collective, il y a un déficit de lucidité collective. C'est ça que je dis. Bien évidemment qu'on peut jouer tout seul, on peut s'amuser tout seul avec un bout de bois et avec un bout de pierre, et on peut se raconter que c'est un Indien, que c'est un cow-boy et jouer. Bien sûr qu'on peut faire ça, bien sûr qu'on a une imagination, bien sûr. Mais l'idée que l'être humain est autonome et n'a pas besoin de l'autre pour vivre un piège, en société, c'est surtout le départ c'est le départ de ce qu'on appelle vulgairement la folie. L'isolement de chacun. Mais l'isolement, dans un monde qui est voué à être social, dans un monde qui est voué à être relié. Vous voyez ce que je veux dire? Où l'être a vocation à être relié. Si vous le coupez du lien avec l'autre, vous le coupez de sa propre signification. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne signifie plus rien de vivre seul collectivement, dans une collectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le moment où on est avec soi, et puis le moment où on doit être avec l'autre. Sinon, il ne faut plus appeler ça une société. Il n'y a plus besoin d'organisation politique. Il n'y a plus besoin de donner de contrat social, de donner des pouvoirs à des gens pour s'occuper de vous, des autres. Si l'autre n'existe plus, pourquoi la société? Vous voyez, et là, on est en train de nous expliquer que l'autre n'existe pas, hein, parce que l'autre, finalement... C'est presque un ennemi, un danger. Non, mais c'est pire que ça. C'est que l'autre ne doit pas exister. Vous voyez? Parce que l'autre n'existe pas parce qu'il ne doit pas exister. Et pourquoi il ne doit pas exister? Parce que s'il existait, vous pourriez être un danger pour lui. Et s'il existait, il pourrait être un danger pour vous. Donc il faut vous couper de l'autre. D'accord? Et donc, on vous explique que la société, c'est des gens coupés les uns des autres. Mais ce n'est pas la République, ça. La République, au contraire, c'est le ciment social qui va relier les êtres entre eux. Il y a une dimension, effectivement, religieuse, au sens propre du terme. C'est une religion, c'est-à-dire c'est un lien, la République. Ça ne peut pas être quelque chose qui dresse l'un contre l'autre, comme c'est le cas en ce moment. C'est ça que je reproche le plus à l'actuel président, c'est qu'il a créé une France basée sur le conflit d'intérêts, sur la peur de l'autre, sur la peur du gendarme. La peur du gendarme, c'est pas du tout le commencement de la sagesse. La peur du gendarme, c'est la fin de la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est sage,
on n'a pas besoin d'avoir peur d'un gendarme. Et en plus de ça, ce qui est tragique dans le fait que maintenant on voit le gendarme comme quelqu'un qui nous menace et pas comme quelqu'un qui nous protège, c'est que ça porte atteinte à l'autorité de l'État. Ça porte atteinte à l'autorité de l'État. Oui, parce que du coup, on n'a pas de respect pour l'agent de police, puisqu'il se conduit comme un agresseur et pas comme un protecteur. L'autorité de l'État, c'est l'autorité bienveillante. Hein. Ça ne peut pas être une autorité malveillante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus confiance en cet État? Je n'ai plus confiance en l'État parce que je n'ai plus confiance dans la personne qui dirige l'État. Pour moi, cette personne a manqué manifestement à ses obligations. Pourquoi j'invoque l'article 68? C'est parce que l'article 68, c'est de ça qu'il parle. Alors qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui ne le connaissent pas, cet article 68? Il dit que lorsque le président de la République a manifestement manqué à ses obligations, à son rôle, un certain nombre de députés et de sénateurs peuvent se constituer en haute cour et procéder à son jugement. S'il est jugé coupable, il sera destitué, coupable d'avoir manqué à ses obligations. Le vote, bien évidemment, est un vote c'est très difficile d'imaginer qu'un jour une assemblée où il y a une majorité présidentielle puisse, les deux assemblées d'ailleurs, puissent voter aux 3/4, puisqu'il faut que dans l'article 68, les 3/4 des deux assemblées se prononcent pour la destitution. C'est très dur d'envisager un vote aux 3/4. Donc on sait très bien, quand moi j'appelle à l'article 68, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'issue de la procédure. Hein. Supposons qu'on ait 58 députés courageux, des vrais serviteurs du peuple, dignes d'être la représentation nationale, qui se constituent, qu'on ait autant de sénateurs, il va y avoir effectivement une procédure qui va s'engager. Dans cette procédure, on va faire valoir des éléments de preuve. Ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que là, l'exécutif est au banc des accusés. On lui demande des comptes. Et là, il y a une procédure qui s'engage. Cette procédure est publique. Donc s'il y a des preuves, par exemple, qui sont données par la représentation nationale, qu'il y a eu des manquements aux obligations du chef de l'État, ou voire des actes qui nuisent au peuple français, le peuple en aura connaissance. Là, la représentation nationale, elle va se trouver dans une situation de responsabilité, parce que le peuple aura connaissance du dossier. Je pense que vu ce qu'est devenu le monde politicien, et vu son degré de corruption, on aurait du mal à avoir un vote pour la destitution. Mais imaginez le bénéfice que peut en retirer la démocratie. Et je discutais de ça avec un député qui, je le crains, est un lâche. Il n'ira pas. Il n'ira pas dans ce combat parce qu'il a peur de perdre, parce qu'il a peur de prendre des risques, etc. Mais je lui disais, est-ce que tu te rends compte, même si c'est un combat symbolique, même si le vote ne se prononcera pas à l'arrivée, tu n'auras pas 3/4 des voix, imagine que tu en aies simplement, pas les 3/4, mais la moitié qui se prononce pour la destitution. Le message qui est adressé au peuple, c'est pratiquement l'équivalent d'un empêchement. Je ne te le dirai pas en anglais, tu vois. Ok ? Et en même temps, pour prendre une expression, hélas, qui maintenant appartient à l'état de non-droit, eh bien, si le peuple constate, ayant connaissance du dossier, que l'Assemblée ne s'est pas prononcée contre les agissements du président, le peuple a, de facto et in concreto, la preuve que la gouvernance est corrompue. Il l'a.
Il a le dossier, il a les preuves, il a tous les éléments de preuve, et le vote ne va pas dans le sens de la vérité révélée. Donc, tout d'un coup, le peuple français, dans sa bonne foi, bafoué dans sa bonne foi, bafoué dans sa naïveté, dans sa gentillesse, dans sa confiance en l'institution, si on avait suffisamment de députés courageux pour engager la procédure de l'article 68, eh bien, on pourrait très facilement lui donner la preuve à ce peuple français qu'il est gouverné par un gouvernement corrompu. Et ça, c'est très, très, très important. Pourquoi ? Parce que ce que je suis en train de vous dire, là, c'est ce en quoi la majorité des Français, vraiment la majorité des Français, n'arrive pas à croire. Aujourd'hui, quand vous dites aux gens, quand vous leur parlez de l'éventualité d'un gouvernement corrompu, quand vous commencez à leur dire que les gens qu'ils ont élus pourraient être des gens malhonnêtes, des gens malveillants, mais ils vous regardent avec des yeux d'enfant et ils vous regardent comme si vous étiez un fou. Parce qu'ils n'arrivent même pas à imaginer que c'est possible. Je ne parle pas de tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens éveillés, bien sûr qu'il y a des gens méfiants, bien sûr qu'il y a des gens lucides. Mais oui, mais la grande majorité des gens, c'est surtout des gens, j'ai envie de dire, gentils. Non pas que lorsqu'on est lucide, on n'est pas gentil, non pas que lorsqu'on est éveillé, on n'est pas gentil, mais c'est des gens qui croient, qui croient pas au mal, en fait. Vous savez, le monde, il est divisé en deux pour moi. C'est pas aussi simple que ça, d'accord, mais quand on est fatigué, il vaut mieux être dans le binaire. Et là, je suis un peu fatigué. Cette histoire me fatigue beaucoup. Prend beaucoup de temps dans ma vie, mais j'irai jusqu'au bout. Il y a les gens qui croient au pouvoir des mots, ce que j'appelle les nominalistes. Ils croient au pouvoir des mots. D'accord ? Dans Le Corbeau et le Renard, c'est le renard. Il croit au pouvoir des mots, il sait que les mots peuvent permettre d'emberlificoter l'autre, etc., lui piquer son fromage. Et puis il y a les réalistes, ou les naïfs, les gens qui croient à la vérité des mots. Quand vous leur dites « je t'aime », ils sont sûrs que vous les aimez. Ils disent pas, par exemple, « ah non, mais il me dit je t'aime parce qu'il veut me piquer mon fromage ». Ils ne disent pas « je suis beau parce qu'ils veulent me piquer mon fromage ». Ils ne disent pas que mon ramage et mon plumage sont... Ne se méfie pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que ils sont tellement pas... Ils pensent pas... ce n'est tellement pas dans leur esprit, ça. Qu'ils ne peuvent pas l'imaginer pour l'autre. Ce vice-là n'est pas dans leur esprit. Ils n'arrivent pas à le concevoir déjà en eux-mêmes. Donc comment voulez-vous qu'ils arrivent à le concevoir chez l'autre? Et le problème, c'est que du coup, le nominaliste, il va faire son numéro, il va utiliser le pouvoir des mots et il va piquer le fromage du naïf, du réaliste, qui lui croit que tous les mots qu'il dit sont des mots vrais. Du coup... Et c'est ce qui ferait, franchement, aujourd'hui, je crois que si on y arrivait, franchement, parce que c'est pas aussi... ça s'arrête pas là, le truc. Aujourd'hui, si on y arrivait, si j'y arrivais, je prie tous les jours, j'en peux tellement plus, j'ai tellement besoin qu'il y ait un député qui prenne le relais, là, du 4 x 100 mètres, et qui fasse son boulot, parce que là, c'est moi qui fais le boulot des députés, là. Je ne devrais pas avoir à faire ce boulot. Je ne devrais pas me mettre autant en danger et en risque pour réveiller ce monde parlementaire endormi. Bref, c'est un peu mon rôle de libre penseur. Mais
Imaginons qu'on y arrive, d'accord? Moi, je pense que la douleur, la sidération, la douleur de la sidération, que cette douleur que ressentiraient les gens à l'idée qu'ils ont été trompés, serait encore plus insupportable pour eux que le fait d'être trompés. Moi, je pense que la douleur, l'idée d'avoir été trompé, ferait... Les gens ressentent au fond d'eux-mêmes, dans leur inconscient, que ça leur ferait beaucoup plus de mal encore que le fait d'être trompé. Et ça, du coup, fait que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas voir cette vérité-là. Cette vérité-là, elle est, pour moi, elle est pas... Ils ne pourraient pas l'encaisser, en fait. D'où la difficulté d'ouvrir les yeux. Des gens qui ne veulent pas les ouvrir. On peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui veut ouvrir les yeux, mais quelqu'un qui fait comme ça, comment vous allez ouvrir ses yeux? Et vous savez, après des dizaines et des dizaines et des décennies, des siècles même, d'éducation, où on apprend aux gens que l'autorité est infaillible, hein, celle du père, celle de l'école, l'autorité, la hiérarchie, hein, tous ces systèmes verticaux, où on dit celui qui est au-dessus de toi ne peut pas avoir tort. Tu dois lui obéir, sinon tu es méchant. Quand on a grandi à l'école avec ça, quand on a grandi depuis des générations et des générations, avec l'idée que, attention, celui qui est au-dessus de toi, il est au-dessus de toi. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es méchant. Si tu lui désobéis, tu es méchant. Et il ne peut pas avoir tort. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de toi. On est écrasé par cette vision hiérarchique de l'humanité. Et donc c'est difficile pour l'inconscient. Déjà, ça l'est pour le conscient, mais pour l'inconscient encore plus. C'est difficile d'accéder à la vérité quand elle est aussi effroyable. Parce que ça peut... Les gens, je pense que ça peut aboutir au fait qu'ils préfèrent qu'on les trompe Que que de découvrir qu'on les trompe. Voilà. Que l'idée qu'on les trompe, pour eux, est plus supportable que la certitude qu'on les trompe. Exactement, ce qui aboutit à une sorte de dissonance cognitive, ce déni de réalité qu'on constate. C'est d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont théorisé sous le coup de l'ingénierie sociale, qui est assez bien utilisée par les États. D'ailleurs, la France a été conseillée par de nombreux cabinets américains et autour de cette communication gouvernementale. Et d'ailleurs, la culpabilisation des Français faisait partie d'une des stratégies officielles pour faire accepter le premier confinement. Ça, on avait relayé, c'est un article de France Bleu. Pourquoi la culpabilisation des Français? Pourquoi des Français? C'était une stratégie de communication pour faire accepter le confinement. Il y avait un cabinet de conseil qui avait conseillé cette stratégie-là pour faire reposer sur les Français le poids de la culpabilité, comme on voit aujourd'hui tous les jours, ceux qui ne se font pas vacciner. Exclusivement des Français? Pourquoi pas des Italiens? Pourquoi pas des Espagnols? On imagine que dans chaque pays, on a la même litanie médiatique sur... J'avais pas compris. Là, vous parliez exclusivement de la France? Là, je parlais de la France, puisque je faisais référence, pour rebondir à votre propos. Ou des États-Unis? Les États-Unis, on n'a pas creusé plus que ça la question sur l'aspect propagande médiatique et politique. En France, en tout cas, il y a des cabinets qui en ont fait la promotion officiellement. Et qui ont été relayés, dont les propos ont été relayés dans des médias officiels, dont France Bleu, on remettra le lien en description, mais c'était pour revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, il est plus facile de faire culpabiliser les gens et de leur faire accepter cette culpabilité que d'entendre par votre voix et d'autres le poids de la découverte de cette tromperie. Et effectivement, c'était la question que je voulais vous poser, c'est: est-ce que vous pourriez citer les tromperies auxquelles vous pensez dans cette gestion sanitaire? Globalement, hein. Parce que moi, je ne veux pas me substituer, je ne suis pas Fouquier-Tinville, je ne suis pas l'accusateur public, enfin je le suis, mais ce n'est pas moi qui fait l'enquête. Moi, j'ai fait mon enquête, d'accord? Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est que y ait des enquêteurs impartiaux et qui
On les a, les preuves. Enfin, moi, je les ai vues. On les a relayés aussi grandement de notre côté. Voilà. Donc, Effectivement. s'il faut globaliser, hein, je dirais, il y a, au départ, la crise a été minimisée, sciemment minimisée par le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on a dit aux Français, non, ça va, pas trop de danger, alors qu'on savait que c'était compliqué, que c'était du jamais vu et qu'il y avait un problème. On a dit, il n'y a pas de problème, en gros. Premier mensonge. Donc, à ce moment-là, on aurait dû tout de suite renforcer les moyens. Oui. Janvier-février 2020. Voilà. Et là, on a dit aux gens, non, c'est bon, rentrez chez vous, prenez un Doliprane. Donc déjà là, on a attenté à la vie des Français. Parce que ça, il y a des Français qui l'ont payé de leur vie. Acte 1. Acte 2. Hop, on inverse le truc. Oh là là, vite, vite, voilà. On est passé de non, mais les masques, on n'en a pas besoin. Ah, si vous ne mettez pas un masque, vous payez 130 balles. Ok, et là, c'est la panique à bord, etc. Et à ce moment-là, il y a des médecins du plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que j'arrive même pas à comprendre comment on peut opposer à ces médecins, pardon, je vais dire, des petits crétins médiatiques qui arrivent sur un plateau pour dire je suis médecin, je vais vous expliquer, alors qu'ils n'ont même pas soigné un rhume dans leur vie, et que finalement les gens qui croient à la vérité des mots et pas au pouvoir des mots, ils disent ah non mais lui il est médecin, il a dit que ok. Et les plus grands spécialistes, les plus grands virologues, eux, on ne les écoute pas. Et à ce moment-là, ils sont en train de dire attendez, vous n'avez pas compris le problème. Cette maladie, elle n'est pas si létale que ça. Il faut juste la prendre au début, dès les premiers symptômes, et nous, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. C'est le professeur Raoult qui a eu l'idée de la chloroquine. Ce n'est pas lui qui l'a testé, mais c'est les virologues chinois avec qui il est en relation, parce qu'il est en relation avec les plus grands virologues du monde, qui l'ont appelé. Quand ils ont eu le problème en Chine, ils ont dit à Raoult, qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'ailleurs le médicament qui était utilisé lors du premier coronavirus, le SARS-CoV-1, qui avait donné des résultats positifs. Oui, et la première action de Raoult, ça a été de dire, essayez la chloroquine. Ça a marché pour le SARS-CoV. Des fois, c'est aussi simple que ça, la discussion entre des virologues. Mais là, on est dans le haut niveau, parce que les virologues chinois et Raoult, là, on est top of the world. C'est les plus grands à Péronne. Nous en France, voilà, on ne va pas dire tous les noms, mais enfin, on a dit des deux grands piliers français. C'est des gars, t'as pas au-dessus. Et les virologues chinois, c'est le haut niveau. Les méthodes là-bas d'investigation et tout ça, c'est. Et donc les Chinois, ils ont rappelé Raoult, parce que c'est ça la vraie histoire. C'est pas celle qu'ils ont dite à TPMP hier, c'est encore un mensonge dit par un gars, un crétin qui se prétend médecin et qui dit non, c'est les Chinois qui ont eu l'idée de la chloroquine. Non, l'idée, c'est Raoult qui a eu l'idée et qui l'a dit aux Chinois. Et les Chinois qui ont testé, qui ont dit ouais, ça marche. Et donc, moi je me rappelle d'une conférence de Raoult, mais au tout début, où il disait ce sera très certainement la maladie respiratoire la plus facile à traiter. Parce que ça y est, on avait trouvé. Depuis le début, on avait trouvé. Après, c'était pas aussi simple que ça. Après, ça c'est un peu compliqué. Après, on a cherché les traitements et on a vu que ça fonctionnait bien avec l'azithromycine, avec un antibiotique. Et le zinc. Et le zinc, etc. Ouais. Après, on a trouvé des traitements préventifs avec la vitamine D. Mais très, très rapidement, on a vu que la chloroquine permettait de réduire la charge virale. C'est quand même très important au moment où il y a une infection. Et qu'avec les antibiotiques, après, on avait un bon cocktail là, qui fonctionnait bien et qui permettait de soigner en amont, c'est-à-dire de faire du traitement précoce et d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Oui, c'était l'argument qui était donné. D'ailleurs, donc, acte 2, on marginalise le professeur Raoult, on ridiculise le professeur Péronne, qui d'ailleurs appliquait ce protocole à l'hôpital de Garches. Avec succès, à 100%. Jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à aujourd'hui encore, et d'autres encore praticiens, grands praticiens dans le monde, ça marche très bien. Mais donc moi je dis, acte 2, on choisit délibérément de priver les Français de moyens
de se soigner qui ont été démontrés par les plus grands spécialistes français qui, en plus, officient dans des structures financées par l'État français. Ouais. C'est-à-dire que l'État français, il a des moyens déjà de régler le problème, et au lieu de se référer à ces moyens, on va constituer un conseil dit scientifique, composé de tout sauf de scientifiques, de gens qui ont des conflits d'intérêts, puisqu'ils touchent de l'argent des laboratoires pharmaceutiques, et on va dire c'est ce conseil-là la référence. C'est-à-dire qu'on va occulter complètement des moyens publics, des moyens financés par l'argent du contribuable, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont abouti à des résultats. Et parallèlement à ça, on va constituer un conseil qui est juste un conseil cautionnaire pour cautionner cette décision de ne pas suivre les conseils de ces grands praticiens, de ces grands spécialistes, de ces grands savants. Et donc on décide d'interdire des traitements précoces. Des traitements précoces dont le résultat bénéfique était avéré. Et on va même encore plus loin, on va retirer du marché le médicament qui est à la base de ce traitement. On va l'interdire à la vente. L'hydroxychloroquine. Un truc qui coûte 5 balles, une molécule inoffensive qui a été testée depuis presque 100 ans. 70 ans à peu près. Oui, presque 100 ans. Ouais, c'est vrai. Voilà, je préfère dire presque 100 ans. Bien sûr. On oublie qu'il y a à peu près 1 milliard d'êtres humains qui l'ont pris. Voilà. Qui est testé depuis longtemps, réputé inoffensive depuis longtemps. D'accord ? Et tout d'un coup, elle devient vénéneuse. Ouais. Et comme par hasard, on s'aperçoit à ce moment-là que le mari d'Agnès Buzyn est en train de travailler sur un autre remède miracle, mais qui lui, pour l'instant, n'a pas été testé et dont on ne sait rien, et qu'on veut mettre sur le marché. Puis d'ailleurs, à l'époque, il nous pressait de croire en le remdesivir du laboratoire Gilead. Je parle de ce médicament. Voilà. Et effectivement, l'OMS, quelques mois après, a dit, comme Raoult avait dit, il est dangereux, attention aux effets secondaires sur les reins, et en plus, ça marche il ne soigne pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, pour mettre en place un médicament qui s'est avéré par la suite nocif, on a empêché les gens de se soigner avec un médicament dont on avait fait la preuve qu'il guérissait en amont cette maladie. Alors, beaucoup de députés sont soignés avec ce traitement, d'ailleurs. Et les militaires français, tous les militaires français, on en a la preuve, se soignent avec ce traitement. Donc, acte 2, cette décision, dont il faudra un jour connaître l'explication, parce que pour l'instant, là, on parle de faits, là. On n'est pas dans la théorie du complot, là. On parle de faits. Tout ce que je viens de dire là est avéré, prouvé. D'accord ? Il faudra mettre les sources. Et donc, acte 2, en agissant ainsi, une nouvelle fois, on a porté atteinte à la santé des Françaises et des Français. Des Françaises et des Français sont morts à cause de cette décision. Acte 2. Alors l'acte 3, c'est lequel ? L'acte 3, je dirais, c'est... Vous savez, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit « errare humanum est et perseverare diabolicum ». Alors, on a compris la première partie. C'est du latin. Alors, l'erreur est, pardon, mais je pensais que c'était compréhensible. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Madame Vonner, Martine Vonner, se trouve en face du Premier ministre Castex et lui dit, alors voilà, qu'en est-il des traitements précoces ? Nous, on voudrait bien pouvoir s'engager sur les traitements précoces. Vous êtes à fond sur les vaccins, mais pourquoi aller jusqu'au vaccin alors qu'on pourrait très bien régler ce problème en amont ? On le sait depuis le début, tout le monde le sait, tout le monde veut le faire, tout le monde est prêt à le faire, les médecins traitants ne demandent que ça, on n'en peut plus, là maintenant il faut tout de suite nous permettre de faire ça. Et réponse du Premier ministre, et ça je le tiens d'une interview que j'ai vue d'ailleurs sur votre chaîne de Martine Vonner. C'est Martine Vonner qui parle, et elle nous dit que le Premier ministre lui a répondu: Madame Vonner, à ma connaissance, il n'existe pas de traitement précoce. Et il n'a même pas dit « à ma connaissance ». C'est moi qui rajoute.
Il a dit, il n'y a pas de traitement précoce. Très bien. Madame Vonner continue. Donc voilà, nous on voudrait aussi mettre en place des traitements préventifs. On a vu que la vitamine D, ça fonctionne très très bien, que le zinc, etc. Castex se tourne à droite, à gauche pour savoir ce qu'il faut dire. Hein. Parce que c'est le Premier ministre de la France, mais il a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit dire. Hein. Bon chien. Madame Vonner, il n'y a pas de traitement préventif de cette maladie. La seule solution, c'est le vaccin. Alors, là, on en est au stade des suspicions légitimes. Hein. Là, nous sommes en train de constituer le dossier presque, hein, que devraient constituer les parlementaires. Pourquoi nier, alors que bien évidemment il ne peut pas l'ignorer, l'efficacité et l'existence des traitements précoces devant un député de la République, médecin de surcroît? Ne serait-ce pas, lorsque on dit la seule solution c'est pour le vaccin, ne serait-ce pas parce que l'on veut imposer le vaccin comme traitement? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans une volonté, disons, un lien intellectuel, hein, n'est-ce pas? Comment on peut dire ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre le fait qu'on nie l'évidence pour imposer l'hypothèse? Je pense sincèrement que sans être paranoïaque, sans être totalement complotiste, on peut penser que c'est possible, non? Il y a peut-être un lien. Et s'il y a un lien, quel est ce lien? Est-ce que c'est un lien d'intérêt? Ou pire encore, un conflit d'intérêts? Parce que là, on passe du errare humanum est, parce que dans un premier temps, on peut dire c'est une erreur. Hein. Encore faut-il être capable de la reconnaître, ce que le gouvernement est absolument incapable de faire. Ce qui démontre un fonctionnement qu'on peut qualifier de psychotique. Et je prends un terme qui désigne une pathologie. C'est à dessein. Parce qu'on reparlera de l'article 61, article sur l'empêchement. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Hein. Si, à un moment donné, des députés de la République décèlent un problème de santé chez le président, ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il étudie, c'est l'article 61, la possibilité de l'empêchement. Hein, c'est l'article 61. S'il y a un problème de déficience mentale du dirigeant de la France, si on est capable de le prouver cliniquement, je pense qu'il est urgent qu'il aille prendre du repos et qu'on mette à sa place, en attendant les prochaines élections, le président du Sénat. Ça, c'est l'article 61. Tout à l'heure, je parlais de l'article 68. Mais l'empêchement peut être décrété sur appréciation du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 61 si l'on décèle dans l'état de santé du président une défaillance. Et bien évidemment, quand on parle d'état de santé, on doit pouvoir parler aussi de santé mentale. Hein, voilà. Alors, je vous rappelle que c'est ce monsieur qui peut, avec son doigt, appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Bien. Et donc là, on est dans le 3. Et là, on passe de l'errare humanum est au perseverare, parce que si effectivement, il y a derrière ce choix de nier l'évidence au profit d'une hypothèse, s'il y a dans ce choix un intérêt des gens qui le font, alors il y a un usage frauduleux du pouvoir. Et il n'y a pas simplement un manquement aux obligations du président. Là, il y a quelque chose qui relève de la juridiction pénale. Hein? Voilà. Là, on est dans le numéro 3. Je pense que là, on vient de faire le tour de ce qui pourrait présider
à la destitution du président. Si, demain, des députés et des sénateurs constitués en haute cour font valoir que tout ce que je viens de dire là est vrai, c'est-à-dire prouvé, ça veut dire que le pouvoir politique actuel qui gouverne la France a fait usage de ce pouvoir pour défendre des intérêts particuliers et pour cela a mis en danger la santé des Français et des Françaises. Dans ces conditions-là, si on apporte cette preuve au peuple français, pensez-vous qu'il soit normal que le président reste en fonction? C'est d'ailleurs pourquoi vous appelez à mettre en place tout ce qui permet de faire advenir cette procédure de destitution, dont on retrouve les éléments de détail dans votre texte, et qui vous a valu de subir la foudre depuis quelques jours, Oui. des rappels à la loi par certains médias, vous accusant d'appeler à la violence, À l'insurrection, à l'insurrection. au coup d'État militaire. Qu'est-ce que vous répondez à ces journalistes et commentateurs qui vous ont fait passer pour un agitateur de violence avec ce texte? Et on reparlera dans le détail du texte, puisqu'il est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a voulu en faire croire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Il fait 20 pages. Leur dire que je préfère être dans ma peau que dans la leur. C'était votre intention de faire passer ce message, ou est-ce qu'ils ont complètement... Ah non, attendez. C'est pour quelqu'un qui sait lire. C'est impossible de lire ce qu'ils ont dit, que j'ai dit dans leur papier. C'est impossible. Soit ils savent pas lire, pardon, je suis désolé pour eux, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'ils changent de métier. Hein. Quand on est chanteur, il faut savoir chanter. Quand on est journaliste, il faut savoir lire. Soit ils font semblant de ne pas savoir lire. Et ça veut dire que, bon, c'est très clair, ce sont les bons chiens, les fameux chiens de garde. Hein. Et donc, voilà, on sait pourquoi ils font ça et pour qui ils font ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui font ça? Franchement, à part dommage. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ont pu être dans le doute par rapport à ce qu'ils ont vu dans ces médias, à eux, qu'est-ce que vous leur dites sur ce texte? Sur quoi dans mon texte? Parce qu'il y a 20 pages. Alors justement, je voulais citer, alors il y a 4 chapitres. Alors le premier, bas les masques, où vous rappelez que la patrie est en danger, et vous rappelez que l'urgence sanitaire est en train de devenir une maladie chronique de la République. Donc ça, vous faites un constat. La France ne peut pas devenir un gouvernement totalitaire parce que 0,11% de ces personnes âgées auraient succombé à un nouveau virus. Alors 0,11% de la population, on a vérifié ce chiffre, effectivement, il est vrai. Je le tiens du ministère de la Santé. Ce sont les chiffres officiels et c'est un Ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, mais en tout cas, c'est ceux du ministère de la Santé. C'est une précision intéressante, Voilà, puisqu'on ne sait plus quoi penser de ces chiffres. Exactement. Mais officiellement, d'après les chiffres de Santé publique France, on a 0,11% de mortalité due au Covid-19. Donc effectivement, ce qui veut dire qu'on a 99,89% de non-mortalité. qui ont survécu. Okay. Effectivement. Compte tenu de et je continue de citer votre texte, compte tenu de la personnalité et des relations de certains décideurs, il est de suspicion légitime aujourd'hui de considérer que l'interdiction de certains médicaments, on pense à l'hydroxychloroquine, entre autres, pas que, non, aurait pu avoir été... L'ivermectine aussi. Bien sûr. Aurait pu avoir été prise au détriment du peuple français pour favoriser certains intérêts particuliers. Ce dernier point pourrait facilement être mis à jour par une enquête impartiale. Pour un appel à la violence, pour l'instant, on n'y est pas. Effectivement, vous rappelez aussi dans l'article 5 de la Constitution de 1958 qui établit que le rôle du président de la République n'est pas de gouverner, mais bien de présider. Vous rappelez aussi les deux chambres parlementaires qu'elles peuvent se saisir de l'article 68 de la Constitution dont on vient de parler et qui pose clairement les conditions par lesquelles elles peuvent conduire le président de la République à répondre à un manquement à ses devoirs. Chapitre 2, appel à la mobilisation de la représentation nationale. Vous mettez en cause le conseil scientifique qui s'est substitué de manière arbitraire, contraire aux droits républicains et à l'expression de la souveraineté du peuple français, ce qu'interdit l'article 3 de notre Constitution,
je continue de vous citer. Dans le chapitre 3, vous appelez à la mobilisation des forces armées pour se porter au secours du peuple dans la reconquête de sa souveraineté. Vous oubliez l'essentiel. Dites-nous. Le chapitre commence par « si par extraordinaire ». J'allais citer « si par extraordinaire ». Voilà. Alors, c'est bien clair, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la réalité, on est dans la fiction. Or, cette fiction, il se trouve que cette fiction, c'est la base de la réflexion qui devait aboutir à mon livre. Et s'il faut parler de l'armée, la question que pose cet article, c'est quel est le secours? Qui peut se porter au secours? Quelle structure constitutionnelle, quelle structure politique, quel corps constitué peut se porter au secours du peuple en cas de coup d'État? C'est-à-dire, si les corps intermédiaires ne font plus leur travail, si on n'est plus dans la séparation des pouvoirs, si l'exécutif règne sur le législatif et sur le judiciaire, et que l'exécutif a tous les pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs sont confondus, quel est le recours du peuple? Quel peut être le recours du peuple? Et franchement, quand on commence à réfléchir comme ça, et on est dans cette situation, à qui on pense? On pense à papa, on pense à maman, on pense à l'armée. L'armée qui est l'organe central de la République, l'armée qui est autour de laquelle s'est constituée la République, c'est l'âme de la République. Et l'armée qui est, par sa nature, au service du peuple, eh bien, il se trouve que l'armée, son rôle n'est pas clairement déterminé par la Constitution. C'est-à-dire que dans l'esprit de la Constitution, si on la lit, dans l'esprit, oui, le rôle de l'armée est très clair. Le rôle de l'armée est de garantir le troisième droit de l'homme, qui est la sûreté. C'est-à-dire, la sûreté est un des 4 droits de l'homme, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier étant la liberté, le deuxième étant la propriété, le troisième étant la sûreté, et le quatrième, on y reviendra, le droit de résister à l'oppression. Bien. Eh bien, quand on lit ça, on se dit, voilà, il y a un corps constitué qui s'appelle l'armée, qui est là pour garantir la sûreté du peuple français. D'accord? Mais il se trouve que ce corps constitué n'est pas vraiment dans la lettre de la Constitution considéré comme un corps intermédiaire. On ne considère pas l'armée comme on considère l'Assemblée nationale, comme on considère le Sénat, comme maintenant, désormais, on considère le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. L'armée, c'est une sorte de corps de service, mais pas un corps d'État. Or, moi, je dis aujourd'hui aux législateurs, c'est pas moi qui fais la loi, mais normalement, c'est l'État qui fait le droit et qui devrait respecter le droit qu'il fait. Mais moi, je dis aux législateurs, parce que je pense qu'il faut réécrire notre Constitution. En tout cas, il faut l'amender, en tout cas, il faut la compléter. Il y a des vides constitutionnels. Concernant l'armée, il y en a un. Concernant la situation que nous connaissons en ce moment, il y a un vide énorme. Et on est dans une impasse constitutionnelle. Moi, je dis, pourquoi ne pas imaginer, demain, dans la même République que la nôtre, un corps constitué par des dignitaires ou par des représentants élus qui seraient membres de l'armée française et qui auraient un rôle de vigilance comparable à celui des députés et des sénateurs et qui seraient à même, dans le cadre de ce rôle de vigilance, en cas de manquement présidentiel, à saisir la haute cour pour justement, dans les mêmes conditions, ou dans des conditions comparables à celles de l'article 68. Parce que le problème aujourd'hui que nous connaissons dans notre République, c'est un problème de confusion des pouvoirs lié à un principe qui n'est pas finalement assumé par les corps intermédiaires, qui est celui de la vigilance. Il n'y a pas de vigilance. Il n'y a pas de garde-fou. C'est ça, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de vigilance affirmée dans les corps intermédiaires de la façon dont l'exécutif tient son rôle. Et ça, c'est très grave. Parce que si, par exemple, le parlementaire ne peut pas exercer son droit de vigilance, s'il ne peut plus le faire, s'il ne peut plus contrôler, c'est l'esprit de Montesquieu, c'est l'esprit des lois, s'il ne peut pas contrôler l'exécutif, et si l'exécutif contrôle le législatif et que le législatif ne peut pas contrôler l'exécutif, là, il y a un déficit de République. Ouais.
Il y a un déficit de République, un déficit. Et ce déficit-là, on est au cœur de ce déficit. Donc quand on est au cœur et face à un déficit constitutionnel, c'est normal et c'est le devoir du penseur de proposer aux législateurs des idées pour essayer de compenser ce problème. Moi, je pense que l'armée française, qui doit protéger les Françaises et les Français des ennemis de l'extérieur, elle doit aussi les protéger des ennemis de l'intérieur. Il ne s'agit pas de prendre le pouvoir au peuple par les armes pour se l'approprier. Il s'agit, dans ce cas précis, de le rendre au peuple. Pas de le prendre, mais de le rendre. Car c'est le peuple qui doit être souverain dans une république. Et le peuple, simplement le peuple. Donc, le président de la République, qui très maladroitement a dit à un des grands dignitaires de l'armée française « Je suis votre chef ». Bravo, c'est intelligent de parler comme ça. Il a juste oublié un truc, ce gars-là. C'est qu'il a un chef, le chef. Et le chef du président, c'est le peuple français. Et donc, que doit faire un haut dignitaire de l'armée française, garant de la sécurité, de la sûreté du peuple français, quand il y a un fou? Pardon, parce que là, on est dans la psychopathologie, d'accord? Ça relève de la psychopathologie. Qui, devant un grand dignitaire de l'armée française, lui dit je suis votre chef. Un gars qui n'a pas d'expérience militaire, qui a la chance d'avoir autour de lui des gens qui en ont, qui ont un passé dans l'armée, qui ont défendu et sauvé la France, qui ont un parcours exemplaire, qui ont d'ailleurs l'âge d'être le père du gamin. Même ça, il ne respecte pas Bibi Fricotin. Même ça, il ne respecte pas Billy the Kid. Quand on a un gars qui se comporte comme ça et qui pense ainsi pouvoir instrumentaliser l'armée pour contraindre le peuple français, on a un vrai problème de République, là. Là, on a un vrai problème de République. Là, on est dans une impasse institutionnelle. Alors, on peut imaginer, comme j'ai imaginé, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une assemblée militaire, comme il y a une assemblée nationale, garante de la sûreté, indépendante, avec un pouvoir de contrôle. Il ne s'agit pas, bien entendu, de régner sur les Français par les armes. Mais le rôle de l'armée, comme le rôle des parlementaires, comme le rôle des sénateurs, devrait être d'organiser une vigilance permanente entre les corps intermédiaires, de manière à ce qu'on ne puisse pas, à un moment donné, subir la faillite d'un des corps intermédiaires. Là, on subit la faillite de tous les corps intermédiaires, et l'armée, il faut bien le dire, et c'est la vérité, et ça, n'importe quel constitutionnaliste pourrait me l'opposer, l'armée, si on regarde la lettre de la Constitution, n'est pas à proprement parler un corps intermédiaire. Mais à mon sens, et c'est la proposition que je fais aux législateurs, et je serais d'ailleurs très heureux de pouvoir en parler avec des constitutionnalistes de haut niveau. Ma proposition, justement, est celle-ci, c'est celle que je voulais faire dans mon livre. Pourquoi, dans la République de demain, peut-être la 6e, peut-être la 5e amendée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager justement comme organisme de contrôle aussi de ce qui pourrait être l'ennemi de l'intérieur, une assemblée de dignitaires issus de l'armée française et ayant pour mission une mission de vigilance sur l'utilisation et la pratique des institutions par les représentants du peuple, et en particulier par ceux qui ont en charge l'exécutif. Si c'est pas ça, ça doit être autre chose. Et vous ouvrez le débat, en fait. Mais j'ouvre le débat. Je souhaite l'ouvrir et rien d'autre. Voilà. Comment quelqu'un qui sait lire, peut lire dans ces 4 lignes sur les 20 pages que j'ai écrites qui appellent au respect de la Constitution, que je demande un putsch des généraux en France. Enfin, c'est ou de la mauvaise foi ou de la bêtise. Je vais choisir la mauvaise foi parce que c'est moins méchant. Alors justement, est-ce que vous avez eu des soutiens de la part de juristes, de constitutionnalistes, de gens du milieu artistique après cet appel? Mais j'ai eu des éclats de rire surtout. Des éclats de rire. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, la pression était tellement forte
que j'ai posé la question, mais est-ce que vraiment je risque quelque chose à formuler les choses de cette manière? Je suis poète, hein, comme Dominique de Villepin. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des anaphores? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des acolytes, des anacolutes, hein? Parce que comme je suis dans l'anaphore avec j'appelle, je fais anacolute de mes vœux, par exemple. Mais ça se lit dans ce que j'écris, qu'on est dans un principe fictionnel. Bon, les gars m'ont dit, mais t'imagines vraiment que le parquet se ridiculiserait à faire ça? Le parquet, c'est lire, enfin. Regardez, nous parlons là. Est-ce que des policiers sont venus me chercher? Ce que j'ai dit est de notoriété publique. Et ce que j'ai dit n'est pas en plus très gentil pour le président. Donc si effectivement, alors là, si pour ceux qui sont dans la théorie du complot et qui pensent que le président dicte au parquet ce qu'il doit faire, je ne pense pas que ce soit encore le cas. J'espère que ça ne le sera jamais. Il y a encore une indépendance. Je pense, oui, quand même. Je pense que les magistrats, en tout cas parmi les magistrats, il y en a encore qui sont, en tout cas, faute d'être indépendants, ils ont quand même le sens du ridicule, hein. Donc voilà, si tout cela avait été sérieux, ça fait longtemps que je ne serais pas là dans votre salon pour parler avec vous. Je suis en train de répondre de ces accusations devant la juridiction compétente. Oui. Non, en revanche, c'est super grave de faire ça. Parce qu'en même temps, on a l'impression qu'en agissant ainsi, la presse veut... réaffirmer son... Non, veut intimider le parquet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire mettre en répandant une fake news, mettre le parquet en difficulté voilà. Et il a dû l'être, le parquet en difficulté. C'est parce que justement, peut-être que votre appel inquiète les plus hautes instances du pouvoir. Vous donnez peut-être des idées aux Français, peut-être une ouverture d'esprit, peut-être que par ces mots, par ces actes, par ces articles de la Constitution dont personne n'a le souvenir, puisqu'on a très très peu étudié la Constitution à l'école, vous rappelez aux Français qu'il y a des choses à défendre et que les institutions de la République peuvent être là pour le faire. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse, justement, que tous ces chiens de garde médiatiques vous soient tombés dessus? Vous voulez dire un aveu de faiblesse du gouvernement, du pouvoir? Du pouvoir. Moi, c'est très intéressant votre question, en fait. Parce que, effectivement, si le pouvoir est si puissant que ça, s'il est en train de réussir son coup d'État tranquillement, avec une espèce de dévotion un peu bovine des gens gentils et naïfs, et un appui des médias, etc., qui dit en gros c'est merveilleux ce qui est en train d'être fait, le président est en train de sauver la France et de guérir tout le monde grâce à toutes les mesures qu'il a prises, et que la propagande, elle fonctionne finalement assez bien, il y a beaucoup de gens qui le pensent, donc ça marche bien la propagande. Donc si effectivement il est dans cette situation de puissance, pourquoi a-t-il besoin de folliculaire, comme dirait Voltaire, pour balancer des fake news dans le but de nuire à un simple citoyen, poète de surcroît, qui à un moment donné réveille un peu la conscience publique sur les valeurs de la République? Je ne suis pas si dangereux que ça, si? C'est si dangereux que ça, un citoyen qui se lève et qui dit... Il faut croire qu'un citoyen qui a une parole audible et qui articule une pensée de manière intelligible, surtout fondée sur des articles constitutionnels, doit faire peur finalement. Vu le peu de monde qui aujourd'hui s'insurge contre les dérives liberticides, et surtout dans le milieu culturel, et on y reviendra après, oui. C'est vrai qu'une figure comme la vôtre... quelqu'un qui a quand même un passé et une certaine visibilité dans le paysage culturel français depuis de nombreuses années, on peut concevoir que c'est inquiétant pour un pouvoir fragile. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils sont plus dans des stratégies de... faut-il faire un exemple? Alors ça, c'est des stratégies complexes. Parce que l'exemple, ça peut devenir un martyr aussi. Donc, je pense que c'est, pour eux, faire ce choix-là, c'est pas simple. Ouais. Est-ce que c'est pas mieux de laisser couler que de sanctionner? Et en même temps, quand tu sanctionnes, il faut être sûr de ton fait, parce que sinon, tu vas passer pour un crétin. Et en même temps, quand tu sanctionnes, tu prends tes responsabilités.
Or, les libéraux, c'est des gens qui savent tout faire sauf prendre des responsabilités. Hein. C'est la politique du parapluie à outrance, c'est sacrifier des gens pour couvrir d'autres, c'est n'importe quoi. Hein. Bon, non. Euh, je ne pense pas que la peur soit du côté de l'État. Ou alors, ça voudrait dire, si la peur était du côté de l'État, ça voudrait dire qu'il y a un espoir de faire changer les choses et d'envisager un changement de paradigme ou un monde meilleur, oui. Parce qu'effectivement, la peur, ça fait faire souvent des bêtises. Et s'ils ont peur, ils vont faire une bêtise. Et ça servirait bien notre cause, je crois. Est-ce que vous-même, là, suite à cet appel, vous avez prévu, engagé des actions pour les prochaines semaines, que ce soit sur cet appel lui-même ou sur d'autres actes? On m'a appelé à revenir marcher dans la rue. C'est pas exclu, mais là, les prochaines échéances, j'ai promis à ma femme que je garderai le bébé parce qu'elle a des trucs à faire très importants. Et puis comme on gagne plus d'argent maintenant à cause de l'arrêt des représentations, on doit faire très attention, donc on peut pas vraiment prendre de babysitter. Et donc, elle a des échéances, elle, en tant que musicienne, je dois me garder mon bébé, on n'a pas de famille là où on vit, donc je pense pas que sur les prochaines séances de marche dans la rue, je serai présent, mais pourquoi pas? Mais je travaille plus, moi, en ce moment, à des mobilisations de signatures, des choses comme ça. Une manif, ça dure une journée. Il y a de fortes chances qu'on se fasse arracher un œil, qu'on va respirer du cyanure, ou peut-être se faire arracher une main. Vu le comportement des forces de police en ce moment, moi je ne conseille pas, par exemple, aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller là-dedans, alors que je suis pour le rassemblement et des forces françaises libres pour mettre à bas la tyrannie. Vous voyez, c'est pas un paradoxe, mais à un moment donné, je me dis, est-ce qu'il faut qu'on continue à servir de cible à ces gens-là, ou est-ce qu'il y a peut-être, quitte à perdre des amis, les voir se faire estropier, etc., puisque maintenant on a légitimé la violation du code pénal par la police, l'article 122, etc., et l'article 245, je crois, A du code de la sécurité intérieure, tout ça est violé par la police. Mais sur ordre, puisque maintenant on parle de légitime attaque, alors que normalement seule la défense peut éventuellement être légitime. Hein. Moi, je travaille à des mobilisations de signatures. J'ai ouvert une pétition sur change.org, mais sur Opinion et sur Havas, parce que je me dis peut-être qu'il y a aussi un des 3 organes de pétition qui est aux ordres du château. Donc je me dis autant qu'à faire, si tu signes sur les 3 supports, comme ça il y en aura bien un qui va passer. Elle appelle à quoi cette pétition? Cette pétition, elle appelle à la saisine de la haute cour par les parlementaires de la République, dans le but de destituer le président de la République. Et donc c'est pour encourager nos parlementaires, c'est pour les encourager à tenir leur rôle, ce qu'ils ne font plus, puisque maintenant ils ont accepté l'idée d'être une assemblée de contractuels ayant pour but de permettre à l'exécutif d'imposer sa loi. Une chambre d'enregistrement. Une chambre d'enregistrement, d'ailleurs, les 3/4 des députés qui pourraient s'opposer à une loi, quand elle est votée, ne viennent même pas voter parce qu'ils sont sûrs de perdre, enfin c'est n'importe quoi. C'est dingue. On aurait pu, si tous les députés avaient voté, on aurait pu éviter l'état d'urgence sanitaire. S'ils étaient tous venus voter, ceux qui étaient contre. Mais non, ils étaient dans des commissions à droite, à gauche, et ça vote pas. Et voilà comment le grand méchant loup, il va souffler la maison de paille et la maison de bois.
Avec quelques marques. Heureusement que on peut imaginer que la France est encore la maison de pierre. Mais il reste encore beaucoup de gens engagés contre ces dérives. Et justement, l'un des corps de métier le plus touchés, c'est celui des artistes, qui aujourd'hui vivent on ne sait comment, puisque tout est à l'arrêt quasiment depuis des mois. Comment vivez-vous, comment vivent vos confrères? Est-ce que vous avez reçu des soutiens avant ou après ce texte? Est-ce que vous avez essayé de chercher des soutiens parmi les artistes ou est-ce que c'est peine perdue? Ami, est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Vous me demandez de parler de ma corporation. Et vous êtes en train de me dire que vous me trouvez un peu seul. Est-ce que vous ne pensez pas que je m'en suis rendu compte? Est-ce qu'il faut que je m'exprime là-dessus? C'est forcément quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que je dois vous dire ce que j'en pense? Est-ce que si je vous dis ce que j'en pense, ça va servir ma cause? J'en suis pas certain. Et si ça vous ennuie pas, je préfère ne pas m'exprimer sur ce sujet. On comprend tout à fait et on imagine très bien la situation. Comme disait Monsieur Ibrahim, le personnage que je jouais dans la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, pas de réponse, c'est une réponse. Est-ce que pour finir, vous avez envie de rajouter quelques mots pour les Français qui seraient complètement dans le doute, perdus dans cette période? Je ne parle pas de ceux qui ont compris ce qui s'est passé. Je parle de ceux qui sont encore dans un entre-deux psychologique et intellectuel et qui sont dans le désarroi. J'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur. Et si je devais ajouter quelque chose, je dirais simplement que là, le week-end dernier, toute la vallée de la Roya a été ravagée par les inondations. Des gens sont sans abri. Certains ont été gravement blessés. Je crois qu'il y a des morts. Des gens qui ont tout perdu. Tout. Dans l'indifférence générale. Personne dans la presse ne l'a relayé parce qu'on parle du Covid. Les politiciens ne s'en sont pas occupés parce qu'on parle du Covid. Les pouvoirs publics ne se sont pas actionnés parce qu'on parle du Covid. Et en ce moment, il y a des gens, des citoyennes et des citoyens français qui sont en train de s'occuper des blessés, des gens qui se retrouvent sans maison, qui ont tout perdu, et qui sont en train d'essayer de les aider en s'organisant sur place. Et qui sont seuls, qui ont zéro moyen. Et on ne parle pas d'eux parce qu'on parle du Covid. Aujourd'hui, quand on meurt plus de la grippe, on meurt du Covid. Il n'y a plus personne qui meurt de la grippe. Aujourd'hui, le Covid est devenu le centre de toutes les conversations, le centre de toutes les angoisses, de tous les conflits, de tout. C'est ce qui divise et ce qui ronge la France. C'est pas ce virus lui-même. C'est ce que les pouvoirs publics
en ont fait. La façon dont ils ont instrumentalisé ce virus pour renforcer leur pouvoir politique. Personnellement, je pense que maintenant, ça suffit. Voilà. Merci Francis Lalanne pour cet entretien et merci pour votre courage, cette parole sans filtre et votre humanité que vous nous avez livrée qui permet aujourd'hui de briser des tabous. On va relayer votre pétition, vos pétitions, parce qu'il y en a plusieurs, et tous les éléments liés à votre combat. Et on espère que beaucoup pourront apporter par tous les moyens qu'ils peuvent leur soutien à ce combat et qui nous concerne tous finalement en ce moment. Cette nuit, j'ai, après cette émission de taré, où je suis allé perdre mon temps, j'ai été appelé à l'hôpital. Et j'y ai perdu mon meilleur ami. Il est décédé cette nuit. C'était difficile pour moi de vivre autre chose, mais je me souviens de ce qu'il m'a dit, la dernière chose qu'il m'a dite, pardon. Il m'a dit ne renonce jamais. Il m'a dit Francis, ne renonce jamais. C'est pour ça que j'ai pas renoncé à répondre à vos questions. Et je voudrais, s'il vous plaît, si vous le permettez, lui dédier cette interview. Et vous faire une confession. David était un garçon qui savait lire dans le fond de mon âme. Il a vu. Je sais qu'il a vu. Il a vu que j'étais sur le point de renoncer. Il m'a dit, n'oublie jamais que tu es Francis Lalanne. N'oublie jamais ce que tu es. N'oublie jamais ce garçon qui ne renonce jamais. Ne cesse pas d'être ce garçon qui ne renonce jamais. Ne renonce jamais. Et je vais vous faire une promesse au nom de David, de mon ami, de mon ami, David Janzel,
Je m'appelle Francis Lalanne. Et je ne renoncerai jamais. Merci beaucoup pour votre témoignage, Francis Lalanne.